Nous l'avons vu précédemment, l'analyse économique du droit doit expliquer les comportements et réactions vis-à-vis de la règle de droit, mais également expliquer son émergence. Deux conceptions radicalement différentes de l'analyse économique du droit ont alors vu le jour sur la base de cette simple interrogation logique. Une fois les conséquences de la norme sur le comportement des agents économiques connues. Tout l'enjeu est de savoir si, premièrement, le droit doit-il ou non être instrumentalisé à des fins particulières, et deuxièmement, si oui, comment juger le droit à l'aune de cet effet? C'est ici la question de l'instrumentalité du droit. Si le droit est l'expression même de valeurs, d'un idéal, alors celui-ci se doit d'être instrument utile non pas pour encadrer les comportements, mais les transformer, les influencer, voire les façonner. Autrement dit, l'ordre construit, interventionniste, parfois paternaliste, prime. Le législateur est certes là pour produire un droit prévenant et régulant les conflits entre individus, mais également un droit fondamentalement politique au sens premier du terme, à savoir qu'il est un instrument de régulation sociale au service d'un idéal politique et culturel. Exprimé différemment, l'analyse économique du droit normative ou prescriptive sert à transformer le droit pour ce qu'il devrait être. À ce titre, elle franchit un seuil méthodologique en produisant des recommandations de politique publique sur la base de comparaison et de calcul d'efficience. De fait, la loi n'est plus seulement considérée comme un instrument de justice, mais comme un système d'incitation permettant d'orienter les comportements, ainsi qu'un instrument de politique économique permettant d'allouer au mieux les ressources entre agents. C'est là le cœur de l'instrumentalisme juridique. Du point de vue positif, au contraire, l'analyse économique du droit se base sur les situations sociales existantes sans les entraver. Le droit est dès lors conçu comme un régulateur social, mais au profit de la société elle-même. C'est ici toute la différence entre l'ordre construit et l'ordre spontané, à savoir le fossé existant entre la volonté de transformer les réalités sociales au profit d'un idéal et celle de les considérer comme une donnée acquise, résultant de la liberté individuelle. Exprimé différemment, l'analyse économique du droit positif sert à critiquer et expliquer le droit tel qu'il est, généralement afin de plaider pour un ordre spontané. Et force est de constater qu'initialement, l'analyse économique du droit se voulait essentiellement positive, car était d'inspiration et de conclusion libérale, et ce, bien avant la révolution beckerienne. Que font les économistes classiques, sinon critiquer la politique économique de leur temps, dénonçant leurs effets pervers, plaidant en conséquence pour un laisser-faire assumé? Dès l'origine, donc, le caractère libéral de l'analyse économique du droit est revendiqué, ce qui ne sera pas sans conséquence sur son développement en France, puisqu'il sera collectivement rejeté. Autrement dit, le débat porte sur le rôle du droit. Si les deux conceptions ont en commun un cadre normatif, c'est-à-dire un ensemble de règles favorisant et limitant l'exercice de la liberté afin de tendre vers la prévention et la régulation des ordres sociaux, c'est l'absence ou présence d'un droit guidant, orientant, façonnant le comportement des agents au sein de ce même cadre qui diffère. Cela renvoie à la deuxième question fondamentale de l'analyse économique du droit, davantage connue de la philosophie juridique. Comment juger le droit? Autrement dit, quel doit être le ou les critères prépondérants dans l'évaluation de la norme de droit et des institutions juridiques. L'analyse économique du droit contemporaine répond alors majoritairement, en raison de son caractère néoclassique, à cette dernière question de manière efficiente. La norme de droit doit être jugée au regard de son utilité sociale. Autrement dit, la raison d'être du droit serait de fournir un moyen d'évaluation des effets du droit sur le bien-être social, compte tenu du fait que les changements peuvent améliorer la situation de quelques-uns et détériorer celle de quelques autres. Pour l'école autrichienne, au contraire, l'utilité sociale importe peu. Pour Friedrich Hayek notamment, le droit ne doit avoir qu'un seul but, certes réguler les ordres sociaux, mais avant tout et surtout protéger et garantir l'ordre des anticipations, soit l'état dans lequel les individus peuvent former des prévisions qui ont de bonnes chances d'être exactes. Autrement dit, le droit se doit d'être le gardien d'une situation dans laquelle les individus arrivent à anticiper, à se projeter dans l'avenir. L'incertitude n'est pas éradiquée, mais elle ne paralyse pas non plus les agents. Pour Hayek, cette protection des anticipations légitimes est le critère du bon droit. À ce titre, celui-ci se doit d'être universel, général, stable et prédictible, à l'image d'Adam Smith qui plaidait déjà à son époque pour un droit fiscal juste, stable, raisonnable et efficace. À défaut, si les anticipations des agents ne sont pas protégées, et c'est là le cœur de la théorie du cycle économique autrichien, leurs calculs économiques ont de sérieuses chances d'être faussés, entraînant ainsi des déséquilibres économiques cycliques. Santa Claus is not real, but the government
it's not